On va commencer donc la tchatch autour du film de Claire Simon. Si vous voulez bien, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on a été un petit peu en retard. Et puis que vous le savez quasiment tous de Claire, puisqu'elle était là il y a 2 ans. Donc elle vous avait expliqué son parcours et tout ça. Juste vous dire que si vous, quand vous venez à cette tchatch, vous avez envie d'en savoir plus un petit peu sur les désirs du réalisateur, il se trouve que là aussi, Claire, elle est venue aussi avec des désirs. Il se trouve que cette projection, c'était la 2e projection en France et en public de son film. Et deux projections totalement différentes parce que à l'USAS, pour lancer le très beau festival de Jean-Marie Barbe, les spectateurs, sur la fin, ont eu très froid et vous avez eu très chaud. Donc, 2 films qui ont été vus dans des conditions diamétralement opposées. Non, je disais ça de façon humoristique, mais en disant aussi que, si vous voulez, le désir aussi de Claire, le film va sortir en 2016, c'est de savoir un petit peu comment vous l'avez perçu. Donc évidemment, vous avez le droit de poser des questions à la réalisatrice. Vous avez le droit de dire aussi, parler de vos émotions et de ce que vous avez ressenti par rapport à ce film. Dis-moi un petit peu après, je rappelle que tu étais venu il y a 2 ans et que tu avais investi un endroit de Paris qui s'appelle la Gare du Nord, où tu avais fait donc une fiction avec Gare du Nord et puis un documentaire avec Géographie humaine. Qu'est-ce qui fait que tu es allé de nouveau à l'autre bout de Paris, aller dans un autre endroit, en tout cas assez emblématique pour toi, qui est donc le bois de Vincennes. Voilà. C'est vrai que cette idée m'est venue pendant que je tournais Gare du Nord. Et que justement, c'est drôle parce qu'en fait, j'en ai parlé à quelqu'un quand on a été filmé dans Gare du Nord. Il y a une scène de rêve où le personnage de la jeune femme rêve. Et c'est dans une cabane qui est le long des rails. On a toujours vu ces cabanes le long des rails en se demandant ce que c'était. Et donc en allant à ce tournage-là, j'ai expliqué à quelqu'un que vraiment je voulais faire absolument que mon prochain film serait le bois de Vincennes comme étant vraiment l'opposé, disons, en tout cas un autre lieu. Oui, comme je l'ai dit en introduction, comme étant un peu la porte du paradis par opposition à la porte de l'enfer qui est la Gare du Nord. Porte de l'enfer mythologique, voilà. J'aime beaucoup le bois et comme tous les gens qui y vont, j'y allais, à l'inverse de la Gare du Nord, j'y allais beaucoup parce que parce que j'ai grandi à la campagne et que il y a un moment où vivant dans la ville, j'ai absolument besoin de ne plus voir de bâtiments, de ne plus entendre de voitures. Et dans le bois, j'aimais cette fiction de la forêt, du sauvage, dont je voyais que c'était faux, mais vrai aussi, quoi. Et tous les gens que j'ai rencontrés dans le bois, ils viennent pour cette raison-là, comme un refuge. Voilà, c'est ce lieu qui appartient à tout le monde et où on peut avoir l'illusion, en passant du trottoir au sentier, qu'on est dans le souvenir de la forêt, tout autant que dans la forêt, que je trouvais toujours très beau, qu'on ne coupait pas les herbes, qu'il y a dans la direction du bois une volonté, comme vous avez pu le voir, d'entretien du bois, mais d'entretien vers l'idée du sauvage, vers l'idée comme ça, qui est la mode à notre époque. À d'autres époques, la mode était plutôt de faire des pelouses hyper bien coupées, etc. C'était plus le jardin maîtrisé. Aujourd'hui, j'ai vu, malheureusement, c'est pas dans le film, mais l'ensemble des forestiers absolument s'extasier devant un buisson de ronces en se disant il y a des ronces dans le bois, vraiment ils trouvaient ça sublime, quoi. Voilà. Donc il y a cette idée de la fausse forêt, la forêt de la ville, que je trouvais très intéressant. Voilà. Après, c'est-à-dire ce qui m'intéressait, c'était d'aller filmer là
comme si c'est un pays étranger et où chaque personne qu'on rencontre est un habitant éphémère de ce pays. Et on se dit, ah oui, alors dans ce pays, voilà, il y a cette personne, elle vit comment, qu'est-ce qu'elle... Voilà. Donc j'y ai passé 1 an, pas tous les jours, mais où je voulais vraiment filmer les saisons, être dans le bois quand il pleut, être dans le bois quand il fait nuit. Et le personnage central du film, c'est quand même le bois, quoi. C'est l'idée que c'est un temple moderne, parce que je pense que d'une certaine manière, chaque personne qui vient au bois, il fait quelque chose qui a à voir avec un rituel profane, de son allégeance à la nature ou à ce qu'il pense être bien pour lui, quoi. Voilà. Quand tu dis que tu as passé 1 an, donc par rapport au tournage, je suppose qu'il y a eu de nombreux mois aussi au niveau du repérage. Parce que tu as dû venir avant, en amont. Et comment ça s'est passé, ça? Parce que je me rappelle quand tu commençais à me dire je vais faire un film sur le bois de Vincennes. Oui, mais c'est toujours le problème des documentaristes. On ne peut pas repérer. J'ai repéré parce que j'y allais, parce qu'on est obligé d'écrire des textes à n'en plus finir pour convaincre des gens qui ne sont jamais convaincus qu'on va faire un beau film. Mais en réalité, il ne faut jamais repérer. Je crois, enfin, je me situe dans cette tradition-là, comme Frédéric Wiseman ou de pardon, parce que dès qu'on est là et qu'on filme quelque chose... Après, on doit progresser dans sa manière de filmer, mais assez vite, j'ai mis assez longtemps à trouver la bonne caméra et la bonne équipe, mais j'avais un assistant et on s'était dit qu'on irait faire des repérages parce qu'on connaissait au fur et à mesure, tout le temps, on faisait des repérages, quoi, pour rencontrer des gens, pour savoir ce qu'on allait filmer et tout ça. Ça fait quand même 1000 hectares. Voilà, donc on se prend le truc, on ne sait pas par où commencer ou même continuer. Et un jour, donc on y est allé. Et voilà, pas que les gens de la division c'est les forestiers et ceux qui dirigent le bois, étaient appelés en urgence parce qu'il y avait un renard qui était coincé sur une branche et qui ne voulait pas en descendre. Bon, je l'ai filmé avec mon iPhone, j'étais dégoûtée et je me suis dit, plus jamais, quoi. Plus jamais je fais des repérages. Plus jamais. Donc, chaque fois qu'on partait, avec, même seul, avec Lucas, mon assistant, on partait avec le matos. Parfois on ne tournait pas, mais on était sûr qu'on pouvait toujours tourner. Ce qui fait qu'on a fait des choses que tous les deux, et puis parfois on a fait des choses qui étaient plus organisées avec l'ingénieur du son, et parfois aussi avec Aurélien Impi, je le dis pour son ancien maître qui est peut-être ici. Et quand c'était très compliqué sur le plan de la mise au point, j'avais un assistant en caméra. Mais voilà, c'est très difficile. Enfin, bien sûr, l'idéal pour un documentariste, qui est une souffrance en même temps, mais c'est c'est d'avoir toujours le matériel pour tourner, quitte à ne pas tourner. Et voilà. Et donc, ça veut dire que le tournage est parfois très heureux et parfois une souffrance quand on ne trouve rien, quand on n'a pas le chemin pour faire le film. Mais en fait, j'ai vu, chaque fois que je suis allée au bois sans caméra, j'ai vu des choses magnifiques que je n'ai pas filmées. Donc, voilà. Chaque fois, même chaque fois. Alors justement, puisqu'on en est au dispositif, moi je voudrais savoir, parce que vous êtes quand même quelques-uns, je pense à Nicolas Philibert, je pense à Denis Gerbrand et tout ça, pour vous, en fin de compte, quand vous faites un film, vous tenez la caméra. Je voudrais que tu nous expliques pourquoi tu tiens à ça. Parce qu'il y a des réalisateurs qui ne tiennent pas la caméra, c'est quelqu'un d'autre qui tient la caméra. Et je voudrais savoir pourquoi vous avez cette conception, quand vous filmez l'autre, d'avoir la caméra, vous, en main. Mais moi, je fais ça en fiction aussi. Mais parce que c'est instinctif, que je travaille directement en le faisant, que la relation que j'ai aux acteurs ou aux gens que je filme se fait à travers la caméra et que c'est une relation unique qui n'existe qu'à travers la caméra. Et je veux dire que je regarde quelqu'un et que j'ai cette relation avec quelqu'un parce que je filme.
que je ne l'aurais pas dans la vie normale, comme ça. Et donc, je préfère cette urgence qui parfois est douloureuse, catastrophique et parfois très heureuse, mais je préfère improviser et parfois ne pas trouver, parfois trouver en filmant moi-même, que je ne pourrais. Sinon, il faudrait que je calcule, il faudrait que je me mette à penser que je maîtrise quelque chose d'une mise en place entre un opérateur, est-ce que j'imagine qu'il va se passer, etc. Or, pour moi, la caméra est un instrument, c'est un peu con de dire ça, mais assez sensuel, en tout cas, un instrument d'amour, et je ne veux pas le passer à quelqu'un d'autre. Et puis, je suis une femme, et en dernier recours, comme parfois il existe quand même des gens qui pensent que les femmes ne font pas de films, encore aujourd'hui, eh bien, le fait que ce soit moi qui filme l'établit de façon indiscutable, même auprès des machos les plus invétérés. Donc, c'est simple, c'est comme ça, c'est un truc de machine, quoi. Je m'identifie à l'opérateur lumière. Je suis un opérateur lumière. Oui, bonsoir. Votre film est absolument magnifique, Claire Simon, vraiment. Mais moi, il y a une chose qui me fascine particulièrement, c'est cette authenticité, cette vérité, cette force des personnes que vous interrogez. Et je me demandais, mais comment est-ce possible ? Vous préparez avec eux avant, parce que ce n'est pas simplement parce que vous dialoguez en tenant la caméra. C'est un dialogue que vous avez eu avant et que vous continuez pour le tournage. Comment ça se passe ? Non. Non, c'est des miracles, c'est des... disons que là, enfin, à chaque fois, là, par exemple, l'idée, c'est quand même qu'est-ce que c'est que l'expérience du bois pour chacun. On parle de ça, on parle à partir de l'expérience du bois. Que ce soit Daniel, celui qui fait qui fait son club de fitness dans le bois, ou d'autres gens. Il y a des gens que j'ai filmés beaucoup de fois parce que je savais qu'il y avait quelque chose en eux qui était... Et parfois, ça n'est pas arrivé à la force d'autres. Mais quelqu'un comme Daniel, voilà, il avait sans doute quelque chose à raconter. Et j'ai eu la chance de le rencontrer, il a eu la chance que je le rencontre, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a quelque chose de lui qui peut se dire. Et ça vient pas... on l'a filmé 3 fois, voilà, dans le film on le voit 2 fois. Mais c'est pas oui, on l'a rencontré une première fois avant, mais je sais pas, par exemple, celui qui me fait visiter le jardin du sexe homosexuel, je ne l'ai vu qu'une fois. Et il y a cette générosité. Mais c'est parce que ce sont des gens qui donnent et que ça les touche, j'imagine, quelque part, de m'accueillir comme un semblable. Voilà. Mais c'est des miracles. Hein. Par exemple, celui qui vit dans la cabane, je l'ai cherché longtemps. C'est extraordinaire. Hein. Voilà. C'est extraordinaire. Ça, oui, on a passé 6 heures ensemble. Voilà, là, on n'était que 2 avec Lucas. Et c'était un moment extraordinaire, oui. Et la prostituée, par exemple, ouais, elle est géniale. Qu'elle en arrive à autant de liberté d'expression, quoi. Ouais. Mais parce qu'elle comprend, parce que d'abord c'est une femme extraordinaire, elle est d'une liberté, elle est extrêmement intelligente et tout ça. Et mais quand on s'est rencontrés, c'était vraiment nous, on a rencontré énormément de prostituées et qui ne voulaient jamais parler et tout ça. On a parlé longtemps avec beaucoup et tout ça. Et elle a tout de suite elle était tellement géniale, mais même elle, tout court, je veux dire, elle est géniale. Et je lui ai laissé 1 semaine pour réfléchir avant de filmer. J'avais la caméra et tout. Hein. Là, j'ai joué comme au poker en me disant je ne la filme pas maintenant.
réfléchie. Elle est, oui, voilà. Mais c'est-à-dire que j'ai eu la chance, finalement, après beaucoup de travail, de rencontrer des gens qui acceptaient, qui avaient envie de me parler comme un semblable. Ouais. Voilà. C'est surtout ça que moi j'ai aimé chez tous ces gens que j'ai rencontrés. Et effectivement, toutes les prostituées se cachent. Voilà, et Stéphanie a la puissance de parler de son expérience. Voilà, à nous, on est de l'autre côté, quoi. Mais on sent quand même qu'avec elle, il s'est joué quelque chose avec toi, parce que d'abord tu la refilmes une deuxième fois, parce qu'elle se sert du bois de Boulogne pour autre chose, pour y amener de Vincennes, pardon, pour y amener sa fille et faire de la barque. Et la troisième fois avec sa copine. Et quand elles s'en vont, toi tu lui dis, toi tu vas pas bien aujourd'hui. Et ça s'arrête là. Dans un autre film, on aurait su ce qui se passe. Là, là, on voit qu'il se passe. Il y a quelque chose qui se passe entre elle et toi. Oui. Mais parce que non, je lui ai dit, elle parle sur le banc de tout ce qu'il a. Ce qu'il a désespère, c'est que ça va pas avec son mec, etc. Que c'est elle qui finalement, de nouveau, la même histoire réapparaît, c'est qu'elle croyait qu'elle allait sortir de là et que de nouveau, c'est elle qui gagne l'argent et que son mec. Voilà, c'est les histoires des prostituées. Et elle est désespérée de ça. Et je lui dis, tu es triste aujourd'hui. Et elle me dit, oui, je suis saoulée, quoi, parce que elle, voilà, oui, elle est. Parce qu'il ne faut pas croire, elle est tellement rayonnante et accueillante, etc. Mais il y a de la douleur quand même là-dedans, quoi. C'est pas facile, quoi. Et voilà, je trouve qu'elle a une dignité magnifique. Et je dois dire que quand je l'ai rencontrée, j'ai eu l'impression que là, le film existait. Parce qu'on ne peut pas ignorer qu'il n'y a pas que des putes dans le bois, ni des homosexuels, ni des mateurs, mais enfin, c'est aussi l'imaginaire du bois et l'imaginaire des hommes, quand même, malgré tout. Ah, c'est bien de dire ça, bravo. Superbe film. Merci. À un moment donné, là, vous interrogez des Cambodgiennes et j'étais un peu dubitatif parce qu'en fait, ce qui s'est passé en 1975, ça a été un drame pour le Cambodge. C'est-à-dire le village des villes qui sont partis à la campagne. Et donc, pour eux, la forêt, les rizières, tout ça, c'est un peu un cauchemar. Leur vie a été un cauchemar à ce moment-là. Puisque les Khmers rouges ont vidé les villes pour que le nouveau peuple, qui a été en contact avec la civilisation, tout ça, il fallait ou le régénérer ou le détruire. Et ils sont appuyés sur l'ancien peuple. Et donc pour eux, la campagne, tout ça, les bois, tout ça, c'est quand même... Ils n'avaient qu'une envie à cette époque, c'est de revenir dans leur ville. Donc, pardon ? Les adultes. La femme Merci. qui parle dans le film, elle a été mise en camp dans la forêt. C'est elle qui choisit de dire ça. C'est pas moi qui lui dis ça. Hein. Elle dit que moi j'étais surprise, pensant comme vous, qu'elle dise que la forêt était amie. Mais c'est ce qu'elle dit. Ça en a sauvé quelques-uns, c'est certain. Non, je pense pas que ça l'a sauvée. Je pense quelques-uns, si. C'était... Ils ont survécu grâce, mais beaucoup ont disparu à cause. Si vous voulez, ce qui m'a surpris, c'est que qu'il y ait un lieu à Paris où des rescapés d'un génocide se réunissent 2 à 3 fois par an et que personne n'y aille à part eux, voilà, c'est ça qui m'a surpris. C'est ça qui m'a surpris. Parce qu'il suffit d'y aller et de parler avec les gens. Et ils sont très accueillants et très... Et moi, j'ai été extrêmement surprise. Évidemment, il y a un mythe comme quoi les Asiatiques ne veulent pas vous parler, etc. Bon, c'est pas du tout ce que j'ai rencontré à la Pagode où j'ai beaucoup tourné. Et on voit bien la dame qui est là depuis 38 ans, qui a fui Pol Pot et qui n'a jamais parlé français avec qui que ce soit. Ça fait 38 ans qu'elle parle français. Elle n'a jamais parlé qu'avec ses enfants. Donc, c'est ça que j'ai trouvé... absolument sidérant, oui. J'ai entre autres le souvenir des fantômes de la fac de Vincennes
Et j'aimerais bien, mais ça ne reste qu'un souvenir parce que j'ai pas pu revoir le film. J'aimerais bien que vous en parliez un petit peu parce que pour moi, c'est et sans doute pour pas mal de générations, c'est un souvenir important. Oui, oui. Mais en fait, si vous pensez à la fac, alors qu'on vient de parler d'un drame terrible, enfin plus que d'un drame, il y a un génocide, c'est parce que c'est saisissant l'éradication. C'est-à-dire que ce lieu, et j'y suis allée avec Émilie Deleuze, donc qui est la fille de Gilles Deleuze, et qui cherchait, et qui en fait était déjà venue au bois depuis, et personne ne fait la liaison entre cette fac qui était dans le bois et ce qu'est le bois aujourd'hui, y compris des gens qui ont été profs, etc. C'est dire la puissance que peut avoir la volonté d'éradication. Et je savais qu'il y avait cette fac, j'y avais moi-même été. Et en cherchant, j'ai parlé aux forestiers, tout ça, l'architecte du bois. Il y avait un seul forestier qui savait qu'il y avait une fac dans le bois. Et c'est lui qui m'a montré le tuyau de cuivre qu'on voit comme seul reste physique de la fac. Et parce que tout avait été... Et donc, j'ai trouvé ça incroyable que la nature qu'on vénère et qu'on adore devienne tout d'un coup peut-être une puissance maléfique, en tout cas une puissance d'effacement. C'est-à-dire que tous ces jeunes arbres, etc., ils ont effacé complètement... voilà, il y a eu une volonté très très forte en 80 d'éradiquer la fac au point qu'on en enlève toute trace, quoi. C'est ça juste qui est un peu effrayant, cette volonté de faire disparaître quelque chose qui a eu lieu, où quand même toute la pensée française, dans ce qu'elle comportait de plus élevé, était là. Voilà. Et donc j'ai utilisé, heureusement, il y avait une femme courageuse à l'époque qui s'appelait Marielle Burkhalter et qui a décidé de filmer les cours de Deleuze pendant plusieurs années, et ces cours en vidéo. Et donc c'est ce qui permet de... Voilà, j'ai choisi d'utiliser une partie de très peu, des extraits comme ça, de se sentir ce côté fantomatique en plus dans cette image humatique, noir et blanc voilà, qui est sous les herbes. Sur ta note d'intention, c'était déjà marqué Deleuze et tout ça. Ouais. Mais c'est extraordinaire parce que j'ai cherché longtemps où était exactement la fac. Il y a des bouquins qui expliquent que c'était là où il y a l'UCPA, les chevaux. Il y en a d'autres qui disent que c'est à tel endroit. Bon, j'ai fini par l'IGN, qui est quand même un truc assez fiable, les photos aériennes. Et si on va sur l'historique des photos aériennes, alors on voit exactement où était la fac. Et voilà. Mais c'est drôle, hein. Et il y a, enfin c'est un détail comme ça anecdotique, il y a un panneau à un endroit dans le bois qui dit qu'il y avait une fac, et ce panneau est un tissu de mensonges. C'est extraordinaire. Et comme ils disent que c'était construit sans permis de construire, à la va-vite, je sais pas quoi, alors que pas du tout. Mais surtout, ils disent que ça a été détruit en une nuit. Vous voyez, c'est impossible. C'est drôle, quoi. Donc il y a vraiment un truc qui est à cacher, quoi, dans cette histoire. Juste l'idée qui me vient dans la suite de ce que vous venez de dire, c'est que l'idée à cacher, c'est peut-être que c'était la première fac ouverte au non-bachelier. Oh, bien sûr, mais évidemment. Bon. Et c'était un lieu de recherche et de pensée pour tous. Bien sûr. Absolument. C'est l'utopie dans le bois, bien sûr. Ce que j'ai beaucoup aimé dans votre film, justement, c'est cette juxtaposition entre la notion de nature et culture. Et le fait que l'image de Gilles Deleuze en noir et blanc, donc le passé, soit en surimpression sur la forêt. Et pour moi, qui avais pu voir les vidéos de ses cours, voilà, pour moi, il y avait une forêt de jeunes autour de lui. Voilà, et il était un peu le chêne qui pouvait porter sa parole vraie. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et en même temps, ce que j'ai vu dans le film et ce que j'y ai compris, c'est que les personnages que vous rencontrez et qu'on entend à nous parler de qui ils sont, de leurs individualités, je pense que Gilles Deleuze l'aurait beaucoup aimé.
C'est-à-dire que moi, j'avais vu l'abécédaire, voilà, et c'est la première fois que j'ai pris conscience de qui était cet homme. Et il voulait pas être filmé, justement, et il voulait que ce soit projeté qu'après sa mort. Voilà, donc je l'ai vu en DVD. Et je trouvais que rencontrer ces personnages qui sont comme ça des individus à part entière, qui retournent à la nature, notamment ces gens qui reviennent vivre dans cette forêt, ça devient leur culture. C'est-à-dire qu'en fait, je les connais pas, hein, mais à un moment donné, le fait de faire ce choix, de retourner dans cette forêt, alors pour y travailler comme la prostituée, ou pour y vivre, ou pour y fêter comme ça des événements comme le Nouvel An, ou des rencontres, hein, c'est leur manière à eux d'exprimer leur culture. Et du coup, dans votre film, ce qui me frappe, c'est que la notion de nature et culture se confondent. Voilà. C'est vrai, c'est très vrai. Voilà. Et alors, j'aime beaucoup Gilgamesh, et en fait, je pensais, en voyant votre film, à Enkidu, et cet homme qui vit seul comme ça dans sa cabane, que vous rencontrez avec sa barbe, et je ne sais pas quel âge il a, parce qu'il y a une espèce d'intemporalité. Et pendant qu'il racontait en fait qu'à 20 ans il faisait ça, à 35 il faisait ça, et je me disais, il est très peu marqué au niveau du visage. Je ne sais pas quel âge il a. Moi non plus. Voilà, Enfin, je pense apparemment il a plus que 45. Quoi. Voilà. Et pour moi, cette intemporalité, en fait, c'est lui qui devenait le centre en fait dans votre film de ce lien entre nature et culture. Oui, c'est vrai. Voilà, enfin, j'ai adoré votre film, donc je vous en remercie. Merci. Je voudrais que tu nous parles aussi un petit peu de ta voix et de ta voix off et de tous les textes que je ne sais plus combien de temps tu interviens de fois, mais je crois que c'est une des premières fois dans les films où tu interviens comme ça. Est-ce que c'est parce que ce bois il est important pour toi et que toi aussi tu as vécu des choses dans ce bois et tu y allais, etc. etc. Et pourquoi tu as utilisé cette voix-là à plusieurs reprises? Un peu onirique aussi, parfois poétique. C'est-à-dire que dans les rushs, j'étais très présente dans la parole, dans le dialogue avec les gens et tout ça, puisque ce sont pour moi des conversations et pas des interviews. Voilà, j'étais présente, quoi. Et je me suis aperçue que les gens de la ville qui forment la majorité des spectateurs de cinéma ne voient pas les saisons. C'est-à-dire que vous leur montrez un plan où les feuilles sont jaunes, et un plan où il n'y a pas de feuilles, et un plan où il y a des fleurs dans les arbres, et ils disent oui, ils ne voient pas. Il faut leur dire, et tout d'un coup ils voient. Mais si on ne leur dit pas que c'est l'automne, ils ne voient pas que c'est l'automne. Et je me suis rendu compte que j'étais obligée de... Parce que moi, j'ai grandi à la campagne, donc pour moi, c'est criant. Mais il fallait que j'indique tout le temps que le vrai temps du film, que la vraie continuité, je faisais des rencontres, etc., mais que la vraie continuité, c'était la circularité d'une année, des saisons, et qu'il fallait qu'on voit les états d'âme, d'une certaine manière, les états de la nature, et qu'on voit quand il pleut que c'est l'automne ou que c'est autre chose. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on dit que dans le paradis, il n'y a pas de temps. Or, au bois, il y a un temps. C'est les saisons, c'est le temps de la nature, etc. Et puis, c'est aussi le jour, la nuit. Mais donc, ma voix, elle est venue pour qu'on comprenne que ce ne soit pas un catalogue de rencontres hasardeux comme ça, mais que le long temps du bois soit celui qui dirige le film, quoi. Et voilà, je l'ai fait pour ça. Et aussi parce que, d'une certaine manière, c'est sans doute le film que j'ai fait qui est le plus à la première personne. Je pouvais dire exactement le contraire en défendant mon dispositif dans Géographie humaine, où j'avais amené un ami avec moi à la gare et où je ne voulais pas être seule à la rencontre. Et ça a été une question que je me suis toujours posée. Est-ce que j'aurais dû être seule et tout ça? Parce que j'avais l'impression que seule, je rencontrais que des gens qui me ressemblaient. Or, là, je crois que non, enfin peut-être. Mais en tout cas, j'ai pris le parti inverse que ce soit ma promenade. C'est ce que dit Deleuze, qui est ma profession de foi, c'est que je ne suis pas une personne, je suis un événement. Et c'est ça qui est si beau dans les rencontres avec les gens, c'est que ce sont comme des événements. Voilà.
c'est pour ça que j'aime tellement. C'est le dernier cours qu'il a donné à Vincennes, qui s'appelle « Je et le pronom personnel ». Si vous voulez le regarder, c'est magnifique. Et donc, c'est là qu'il parle beaucoup de ça, qui est, je crois, quelque chose qu'on pourrait dire du cinéma documentaire. C'est-à-dire que la question du personnage est peut-être pas si importante que la question de l'événement. Et que moi, je me sens quelqu'un qui essaye de filmer des événements. Ce ne sont pas des événements dont on parle aux actualités, mais quelque chose qui, devant la caméra, en tout cas, serait de l'ordre de l'événement, plus que du dessin psychologique et fermé d'une personne, quoi. Je suppose que tu avais sûrement filmé plus de personnages. Je voulais savoir comment tu as fait pour doser... Beaucoup de bonus DVD. Hein. Génial. Et il sort quand? Et donc, je suppose que tu avais plusieurs autres personnages et tout ça. Ça a dû être un truc incroyable au montage et tout ça. D'abord, quand on fait un film et quand on fait un documentaire, on axe sur un personnage. Et quand il y en a, bon, le personnage principal étant, on est bien d'accord, tu l'as redit, c'est le bois. Mais il y a quand même, je sais pas, 10, 12, 15 personnages. Il y en a qu'on revoit plus souvent ou qui sont plus longs dans le film et tout ça, qu'on voit plus longtemps. Mais comment tu as fait un petit peu? Et comment tu as fait après au montage pour que ça ne ressemble pas à une galerie de portraits? Parce que ça ne ressemble pas à ça du tout. C'était le problème du film. Voilà. Voilà. C'était le combat continuel au montage. Et notre première version ultra serrée de montage faisait 5 heures. Et là, on avait l'impression qu'on ne pouvait rien couper. Voilà, on est arrivé à... l'ours, c'est ça? Non, parce que l'ours, il faisait 10 heures. Voilà. Donc le montage vraiment vissé et tout, c'était 5 heures. On l'a vu le 5 décembre, je crois. Et le 14 février, on était à 2h35 et après, j'ai coupé 10 minutes. Dis-moi, dans celui de 5 heures, il y avait quoi, par exemple? Est-ce qu'il y avait, par exemple, le GI, est-ce qu'il était beaucoup plus long ou est-ce qu'il y avait d'autres personnages aussi? Oh, il y avait beaucoup d'autres personnages, oui, d'autres lieux, du bois. Il y avait toute une partie que j'aimais beaucoup. Oh non, mais il y avait plein d'autres trucs. Hein. Justement, qu'est-ce que tu as coupé que tu aimais beaucoup alors? Il y avait une commune, il y a un jardin potager communautaire formidable que j'ai suivi au fur et à mesure. Il y avait des aéromodélistes, il y avait des joueurs de cricket, il y avait des joueurs de foot qui adorent être entre hommes, formidable. Il y a des mecs qui viennent au bois, ça c'était formidable. Mais bon. Les Antillais, là. Il y a les Antillais, mais il y a aussi des types qui viennent quand même 4 fois par semaine à 14 heures jouer au foot dans l'insu de leur patron et de leur femme. De 18 à 70 ans, voilà, et on les appelait les pieds nickelés. Voilà, ils sont très drôles. Voilà, il y a plein d'histoires. Non, j'aurais pu. Le film de 5 heures était tout à fait intéressant. Hein. Voilà. Après, moi, j'avais l'espoir que le film sorte en salle et qu'il rencontre un public. Donc, je ne voulais pas trop désespérer. Enfin, voilà, on a beaucoup travaillé pour arriver à ce qu'on espérait être la quintessence du film. Et même là, au tout dernier moment, hein, tu as coupé 10 minutes de film. Bon, alors, quel a été le travail? Alors, raconte-nous un petit peu sur la table de montage ce qui s'est passé. Parce que je rappelle quelque chose d'important, c'est que avant de faire du cinéma, avant de filmer, tu étais monteuse. Ouais. Donc c'est ton premier boulot. Donc comment ça s'est passé avec ton monteur par rapport à ça? Pas trop mal. Ouais. Ah ouais, parce que même à la fin. Bravo alors. Non, mais alors donc Il est très cool. Bon, on monte à 4 mains. Voilà, je monte une première sélection, il monte ensuite, on corrige, mais je ne sais pas comment dire le travail. Mais tu as été monteuse, tu aurais pu faire ça tout seul? Non. Pourquoi Non, parce que moi je me critique trop, il faut du recul, j'aime bien quand il y a des séquences qu'il a montées que j'ai jamais touchées. Voilà, la barque, on ne savait pas comment s'en sortir. La barque avec Stéphanie, il l'a trouvée et ça n'a jamais bougé, par exemple. Voilà. Il y a des choses comme ça.
Il y a des choses où moi, par exemple, la femme seule avec son bébé, je l'ai retravaillé et j'ai fini par trouver moi comment le faire. Donc ça dépend. Voilà. Pendant le documentaire, je me suis posé la question si vous alliez, par choix, justement, vous limiter à une seule intervention pour chaque personnage, pour chaque individu. Et j'en ai pris mon parti, je me dis, bon, bah, c'est comme ça, on ne les reverra pas. C'est pour voir un maximum de diversité. Donc je voyais que j'analysais en fait ce que vous étiez en train de faire. Et du coup, j'étais contente de voir que vous étiez revenu à des personnages, parce que du coup, ce que je sentais comme une construction était pas ça, pas une construction. Après, peut-être ce qui m'a manqué, c'est les animaux. Mais bon, voilà, s'il y avait 10 heures au départ, j'imagine que... Et la question que je voulais vous poser, c'est la citation au début. Elle est tirée de quoi? C'est Baudelaire. C'est un poème qui est très connu. Donc je ne voulais pas asséner le spectateur. Il se trouve que c'est le programme du film, quoi. Ces deux strophes c'est le poème symboliste par excellence, et c'est vraiment, on dirait que c'est le pitch du film, en gros. Donc je trouvais, et c'est un pitch assez bien écrit quand même. Donc voilà, je me disais que c'était important que justement que les gens ne soient pas trop désarçonnés par la forme du film, et cette forme où on rencontre des gens. Parce que ce que j'aimerais qu'on se dise, ce qui est compliqué, c'est qu'on se dise qu'ils sont tous là tout le temps. Et c'est ce qui permet d'avoir un tout petit peu ce sentiment quand on retrouve des gens. C'est qu'on se dit, ah oui, finalement, ils étaient là tout le temps et tout ça. Après, c'est vrai que, par exemple, il y a des gens avec qui la rencontre n'existe qu'une fois. Parce qu'elle est très intense. Philippe, ça n'a existé qu'une fois. Voilà. Oui, alors sur les animaux, il y avait... Mais enfin, ils y sont, les animaux, quand même. Comment ? Les tritons, les grenouilles, les crapauds, quand même. La vie sexuelle dans les rivières, les lucioles, les pigeons. C'est quand même la première fois que tu fais du cinéma animalier, je le dis. Les lucioles, par exemple, c'était quand même extraordinaire de trouver ça, quoi. Ouais. Non, j'ai filmé un renard qui n'est pas dans le film, voilà, un cheval qui n'est pas dans le film, mais il y a aussi les chevaux. Non, je n'ai pas été... Enfin, j'ai filmé une séquence où les forestiers nourrissent les girafes du zoo, mais pour moi, ce qui était important, c'était le lieu dans ce qu'il a de plus public, de plus ouvert, de plus... Voilà, vraiment le lieu public. Comment ? Oui, le comptage des papillons. Oui. Oui, vous voyez, il y a plein d'animaux, hein, quand même. Franchement, vous me faites un procès injuste. Faut aller revoir le film. Hein. Voilà, oui, c'est l'aspect vraiment... Et ce que j'essaye de faire avec plus ou moins de bonheur, c'est quand même que le scénario soit celui du lieu, quoi. Voilà. Le scénario, c'est le lieu. Et je pense qu'on est à la fois habitué, il y a beaucoup de films documentaires qui partent de l'idée d'un lieu, mais dans l'idée que ça serait vraiment un scénario, c'est quand même autre chose. Je pense que c'est une autre façon de regarder et de penser un récit, quoi. Voilà, c'est ce que j'essaye un peu de travailler. Parce qu'on pourrait dire que la boucle est bouclée, tu commences par une séquence de musique et tu finis par une séquence de musique. Je voudrais savoir pourquoi tu as fini par cette séquence africaine. Parce que c'était pour moi mythologique. On y est allé je ne sais pas combien de fois. C'est un endroit, enfin c'est incroyable de tomber là-dessus tout d'un coup, cette fête comme ça. Je savais bien, enfin, c'est-à-dire que s'il y a un lieu où on vient faire ce qu'on pense être
bien pour soi, le bonheur, bien pour les autres. Au bout du bien, il y a la folie, enfin, c'est Dionysos, les bacchanales, etc. Je cherchais toujours les bacchanales. Donc j'ai commencé par une petite bacchanale, là, celui qui danse comme ça, qui est en fait un réalisateur de films que je ne connaissais pas. Et cette fête de la Guinée-Bissau, c'est quand même extraordinaire que des gens disent, ben, voilà, ici on est chez nous, là, la nuit, on danse, on fait cuire des poissons, et ce que dit l'homme qui fait cuire les poissons est sublime. Enfin, je trouve, quand il dit, voilà, on est toujours dans la forêt de notre enfance, et tout. Il y a une dimension très forte du bois par rapport à l'exil, que c'est comme la fin de l'exil pour tout le monde pendant un petit temps. Quand on va au bois, on arrête un instant d'être un exilé, quoi. Parce que la nature, on se dit qu'elle est la même pour tout le monde et qu'elle est la même partout sur la Terre, ce qui n'est pas vrai. Mais en tout cas, les exilés se sentent tout d'un coup un peu chez eux. Et j'ai trouvé ça tellement beau, ces jeunes filles qui dansaient et tout. Et voilà. Et ce que j'ai dit à la fin, c'est je pars avant la fin, ce qui est la condition humaine. Hein, je vous rappelle, on part tous avant la fin, un jour. Le bois, c'est aussi une... C'est aussi la dimension quand même sexuelle dans la tête de tout le monde. Ça, vous le montrez bien sur le sexe marchand, mais vous le montrez aussi sur le sexe, les arrangements entre chacun. Et il y a quand même une scène qui, moi, m'interroge toujours. C'est vrai que ça m'intéresserait de vous en entendre parler. C'est celle du voyeur qu'on voit beaucoup. Voyeur qu'on voit beaucoup. Bon. Moi, il y a des moments où j'ai trouvé ça un peu long. Mais par contre, celle où il vient se branler, disons les choses comme elles sont, devant un couple au pied de l'arbre, là, j'avoue que j'ai été quand même très surprise, au point que je me suis demandé si c'était une scène montée ou si c'était une scène qu'on pouvait tout d'un coup, au détour d'un bosquet, découvrir au bois de Vincennes. La scène, elle a lieu exactement comme je le dis dans le film. Il m'a dit, mettez-vous là, et je ne savais pas ce qui allait arriver. On voit, et je le dis dans le film, il a mis son vélo à côté du couple. C'est un coin qu'on appelle le coin des mateurs. Voilà. Moi, je suis totalement naïve vis-à-vis de ça, donc je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Je l'ai fait en plan large. C'est ma réponse à M6 et j'y tiens. C'est-à-dire que jamais M6 ne passera ce plan-là. Jamais. C'est un plan qui n'a aucune forme d'excitation sexuelle. C'est un plan des Frères Lumière. On pourrait dire Mateur au bois de Vincennes, 2014. Voilà, on voit ce qui se passe. Bon, on peut en être affligé ou pas, mais j'ai documenté. Je pense que c'est profondément un plan documentaire. On voit ce que c'est. Ça n'est que ça. Bon, ça fait qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas voir le film, et je le regrette, mais c'est important par rapport à la question de l'imaginaire, etc. Et aussi de tout un côté documentaire trash comme ça qui existe sur Internet ou machin. Là, personne n'est flouté. Je veux dire, c'est un plan large. Il y a même une magnifique fausse teinte. Voilà, on voit un couple qui tolère, qui est éventuellement consentant, d'un type qui essaye de se brancher avec eux. Ça n'est que ça. Voilà. Pour moi, c'est un plan que j'ai fait de façon absolument documentaire. C'est-à-dire que, franchement, ce type qui ne voulait pas être filmé au début n'arrêtait pas de nous relancer en disant « Je crois que ça va marcher là. » Mettez-vous là. On s'est mis là et on a filmé. Voilà. Et c'est, je trouve, quelque chose qui est absolument antipulsionnel. Voilà. Et ça se passe. Voilà. Alors, on peut être fâché contre moi, mais moi, je l'assume complètement, et je l'assume contre le dévoiement, par exemple, de M6. J'ai commencé le film, M6 venait de faire un film sur le bois.
très très bien documenté. Il y avait tous les SDF intéressants du bois. Il y avait, voilà, c'était une catastrophe sur le plan cinématographique. C'était comme un film annonce, on voyait rien, si ce n'est qu'on voyait des mateurs floutés, tout le monde était flouté tout le temps, etc. Donc, si vous voulez, c'est un côté graveleux comme ça. Alors, voilà. Et on n'a rien de ce qui est vraiment d'un imaginaire, de qu'est-ce que c'est que la création pour chacun. Parce que moi, je crois que simplement, ce que j'ai eu la chance de voir, c'est des gens en train de créer quelque chose pour eux. Ce sont des créateurs. C'est un moment de sublimation, y compris pour ce type-là. Et ce type, il a voulu m'apprendre à être amateur. Parce que je suis une femme, je pense. Il n'aurait sans doute pas été aussi acharné si j'avais été un homme. Mais il a voulu aussi montrer ce qu'il ne montre jamais, etc. Voilà. Moi, je trouve... Alors, je trouve pas ça... ils sont consentants. C'est peut-être la seule chose que, éventuellement, j'ai essayé de faire comprendre, c'est que ce couple... Enfin, à 3 mètres ou à 1 mètre, et s'ils n'étaient pas d'accord, ils le feraient savoir, quoi. Voilà. C'est pas que je ne juge pas et tout ça, c'est que pour moi, c'est un plan documentaire, ça existe. Je vois pas l'intérêt de dire c'est bien ou c'est mal. Je trouve ça très intéressant de voir que ça n'est que ça. C'est ça que je trouve formidable. Je trouve beaucoup plus excitant, si vous voulez, quand on était avec lui, on a l'impression d'être avec un chasseur. Quand on est dans la forêt, on a peur. Voilà, il y a un couple au loin, on voit des silhouettes, etc. Bon, et là, voilà. Mais c'est quand même le rapport de... Quand je lui pose la question, est-ce que vous trouvez que la forêt, c'est plus érotique que la ville? Il dit oui, quoi. C'est quand même... Voilà. Donc... j'avais l'impression, moi, comme enfant, j'ai grandi dans la forêt et je sais qu'il y a des hommes qui traînent dans la forêt parce qu'ils trouvent ça plus érotique que la ville. Donc, ça fait partie de l'imaginaire de la forêt. Moi, ce qui m'a plu, c'est de voir que c'était aussi plat, quoi. Bon, c'est pas toujours comme ça. Peut-être que cet homme, par ailleurs... embête des gens, etc. Là, il embête. Enfin, franchement, c'est un pauvre. Enfin, il est en situation faible vis-à-vis des gens qui sont là. Claire, je voudrais te demander, j'allais dire, ça s'adresse à ce film, mais ça s'adresse à tous les films que tu as faits. Pourquoi, en fin de compte, les gens te donnent tout ça et donnent à la caméra et je pense à Mimi, je pense à tous ces films. Et pourquoi l'intime est là, et pas le privé, mais l'intime. Qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi ils te donnent ça? Et c'est la sublimation. Ils savent, les gens qui sont dans la version que vous avez vue sont les meilleurs acteurs parce qu'ils savent que on fait ensemble quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est plus grand que nous, qui rend compte de leur vie, de leur expérience plutôt, de eux en tant qu'événement, quoi. Petit événement, mais événement quand même. Et ils savent qu'on sublime, quoi. Ça s'appelle la sublimation, enfin, ou la création. Donc c'est pour ça qu'ils le font, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui est plus grand que le présent, qui va rester sans doute un peu, peut-être, au moins jusqu'à la sortie du film. C'est cette... quand quelqu'un acceptait d'être peint par un peintre, il savait que c'était ça aussi qu'il faisait. Il y a quelque chose évidemment qui transcende le présent, la mort, etc., mais qui est aussi l'idée de faire ensemble quelque chose qui est plus grand que nous, simplement parce que vous pouvez le voir et que c'est projeté, c'est plus grand que nous quand on est au cinéma. Est-ce qu'il faut être en empathie quand on filme des gens, quand on fait le métier que tu fais?
je sais pas, le mot empathie est compliqué. Moi, disons que c'est vrai que si je regarde quelqu'un à travers l'œilleton d'une caméra, tout d'un coup, je vois autre chose et je commence à rentrer dans ce qu'est cette personne et voilà, je rentre dans un pays quoi, qui est cette personne. Et je suis guidée par ce voyage que je fais dans l'autre. Claire est encore là ce soir. Si vous avez des choses à lui dire, parce que vous avez peur de parler au micro, il n'y a pas de problème. Surtout si vous avez aimé. Hein, je la connais, Claire. Si vous n'avez pas aimé, lui dites pas. Non, non. Et puis la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que demain, elle va repartir en vélo. Et demain, rendez-vous à 14h sur la place pour l'applaudir, pour repartir avec son vélo, pour regagner la gare de Gourdon. Hein. Merci à toi.